J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Benoît, bonjour. Oh boy, oui, Monsieur Dumont. J'ai écouté ton entrevue. Ouais. Là. Moi, j'ai suivi un gars qui s'appelle Michel. Consomme pas, perdu sa job. Là, ce que M. Dupuis racontait, là, juste des bad luck après l'autre. Il a perdu sa femme, perdu sa job, tombé en dépression. À un moment donné, j'ai appris que pendant la pandémie, il couchait dans le coin de Notre-Dame, dans une tente, passé l'hiver, là. Les gens l'ont tough, là. C'est pas simple. Mais dans la cascade là, du monsieur que toi tu m'as mal allé, on comprend la première étape. Il vit en couple, toi et demi. Le loyer coûte cher, tu le payes moitié-moitié. Ouais. La journée où tu te sépares, ça se peut que les deux n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas le niveau de revenu pour payer un appartement seul, déjà. Là. Mario, tu sais, un des sujets que je veux traiter, tu te revires d'abord, là, puis là, tu dis, OK, je vais me pogner un et demi. Là, c'est rendu les compagnies à numéro. Tu sais, Airbnb, là, ça prend un page la une du journal, Airbnb. Là, les Airbnb, là, les compagnies à numéro, là, je parle pas des gens qui achètent un duplex, qui placent leur mère, leur père, je parle pas de ça. Et je pense qu'on sous-estime, et Caroline Proulx fait pas sa job là-dessus. Elle devrait avoir un portrait clair de la situation des Airbnb au Québec, puis à Montréal. Parce que moi, je pense qu'il y a bien plus... Tu sais, des spéculateurs crosseurs, là, il y en a plusieurs. Il y en a une gang. Puis là, on les identifie, tu sais, au compte-gouttes. Mais les gens, là, les compagnies de numéros qui achètent des immeubles, qui disent, toi, dehors, je vais placer ma mère, finalement, c'est pas vrai. Puis là, tu sais, l'exemple qu'on donne, là, 3 500 par mois. Ben, c'est ça, parce que Airbnb, mettons, 3 500 par mois, tu loues 100 quelques par 110 par soir, mettons, c'est pas cher, là. Ben, voyons, tu sais, puis c'est un droit fondamental de se loger. Tu sais, je comprends qu'on vit dans un système capitaliste, mais là-dessus, là, je suis full Québec solidaire. Je suis d'accord avec Québec solidaire. Là, il faut mettre un stop à ça. Il faut arrêter Airbnb. Il faut trouver une alternative. Là. Tu sais, il y a tout le réseau des hôtels. Mais toi, quand tu voyages, tu l'as-tu des Airbnb? Les deux. Mais sais-tu quoi? La dernière fois, on en a parlé à la maison parce qu'on a eu cette discussion-là déjà. Puis on avait loué un Airbnb à Boston. Puis les enfants étaient plus petits. Et après coup, c'était parfait, là. Avec des enfants, c'est bien mieux qu'un hôtel. Non, c'était pas parfait. Non? C'était au fond d'un couloir. C'était loin au fond d'un couloir. Il y avait comme une mezzanine, l'escalier qui était en tire-bouchon et bougeait de même. Il y avait une fenêtre qui avait, tu sais, comme en gros, t'aurais pas voulu un incendie, là. Ben, après coup, là, on s'est dit, hey, s'il arrive quelque chose dans l'immeuble, nous, on est au bout du couloir avec 2 petits pits. On peut pas sortir par la fenêtre parce qu'on était à l'étage. Le tire-bouchon, là, les enfants, ils ont couché en bas parce que vraiment, ça branlait. T'appelles, t'essayes d'avoir quelqu'un. Puis là, il dit, ah oui, OK, je vais t'enlever 20$. Tu sais, il y a beaucoup d'arnaques, puis il est temps que Caroline Proulx arrête de dire, tout va bien là avec Airbnb. C'est pas vrai, puis c'est un fléau. On a une pénurie de logements, ça nous prend des logements, et je pense que ça fait partie des problèmes. Mais c'est parce que, techniquement, t'es supposé avoir un présentement pour faire du Airbnb, t'es supposé avoir un permis. Arrête, il contourne la loi, il contourne la façon de faire. Non, ça se peut bien, là. Ouais. Fait que, tu sais, et je reviens sur les spéculateurs crosseurs, il serait temps qu'on fasse la liste et qu'on les mette au pas, là. Il y en a plusieurs, là. Il y en a un, là, tu te souviens, sur René Lévesque, un immeuble, le gars a acheté ça 40 millions. C'était des personnes âgées qui vivaient là. Il les a sortis. Là, c'est des migrants mexicains qui viennent travailler. Et il y a un petit groupe de résistants qui ont dit non, nous, on ne sera pas expulsés. Ils sont allés en cours, ils sont battus. La bonne ministre Duranceau est allée, puis elle a dit « Ah oui, je vais penser à ça. » 1 an plus tard, elle les a jamais rappelés. Puis les gens qui sont encore là, personnes âgées qui vivent là... Ils ont gagné, eux, là. Ouais, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est pas l'immeuble est plus entretenu, c'est dû aller. Ils ont gagné devant le tribunal. Mais la vie au quotidien, là, moi je leur ai parlé à plusieurs reprises, ça court dans le couloir à toute heure du jour. Les règles du vivre ensemble sont pas tellement respectées. Puis là, il dit, on sait plus qui rentre, qui sort. Mais avant, il y avait quelqu'un à l'entrée pour surveiller ce qui se passait. Là, c'est fini ce temps-là. Fait que le spéculateur crosseur, il va avoir ce qu'il veut. Les gens vont quitter.
Ouais, il est temps qu'on mette de l'ordre là-dedans. Mais je sais que c'est... Qu'est-ce que t'as pensé de Magali Picard? Ben moi, c'est juste sur Airbnb, c'est moi, je suis un peu en contradiction parce que je partage une bonne partie de ce que tu dis quand tu dis, écoute, ben, là, on manque de logements, puis là, il y a des gens qui achètent des logements, les sortent du marché pour les compagnies à numéro. Pour les lois, des compagnies à numéro, mais il y a quelqu'un qui fait l'argent, qui fait le cash derrière, là. Mais moi, quand je voyage, je veux dire, surtout avec les enfants, avec ma blonde tout seul, c'est une chose, mais avec les enfants, là, on a toujours loué des Airbnb, c'est tellement mieux. Je veux dire, tu sais, t'as un appart, t'as des chambres, t'as une cuisine. Mais on m'a envoyé un message tantôt, là, puis j'ai eu le temps de le lire vite, là, mais je lisais à Berlin, là, ils ont trouvé une autre façon, une autre plateforme, pour permettre aux gens de louer leur résidence secondaire. Ce qui fait que là, ça enlève la pression sur les résidences principales. Fait que si tu peux louer tes résidences secondaires, ça a peut-être moins d'impact. Mais là, il est temps qu'on ait un véritable portrait de ce qui se passe avec le logement et le Airbnb. Moi, j'ai une expérience de Airbnb à Berlin, par exemple. On arrive, on débarque de l'avion, on s'en va, on s'installe. Moi, je pars avec la plus vieille, on va aller faire l'épicerie. Les deux plus jeunes se renferment dans une chambre pour jouer sur leurs jeux vidéo et tout ça. Ma blonde va à la toilette. Et elle s'embarque dans la toilette. Ben non. Moi, je reviens avec Angela, je reviens avec l'épicerie des mains. Je reviens avec l'épicerie des mains, puis là, j'entends... Les deux autres jouent à la PlayStation. Ils entendent pas. C'est parce qu'ils sont quand même dans une autre pièce, vraiment plus loin. Ils n'ont jamais entendu le bruit. Fait que on entend crier puis fesser dans la porte. Elle peut pas débarrer la porte. Non, mais là, moi, j'ai un numéro pour un concierge. Mais le concierge, il parle juste allemand. Là. Moi, je parle pas un mot allemand. Fait que là, faut que j'explique avec des mots... Comment t'as fait ça? Ben là, j'ai cherché des mots avec nos selles, j'ai cherché des mots allemands un peu, puis tout ça. Puis finalement, le concierge est venu, puis a dévissé la porte, puis... Mais madame qui a passé genre 1h30, sa première visite en Allemagne, ses premières minutes en Allemagne, les a passées enfermées dans une salle de bain. Tu racontes ça, là, puis on avait loué en Floride, à Sarasota. On arrive... Puis ça avait l'air cool, tu sais, comme un condo, Airbnb. On arrive sur place, on se rend compte, c'est à l'étage, qu'il avait mis le code de la porte dans une boîte à vue de tout le monde. Et c'était entre trois autres condos. Il y avait, en arrivant, il y avait une gang de douchebags qui a embarqué dans un espèce de char, tu sais, avec le silencieux modifié. Là, on rentre dans la place. Puis les murs étaient ça d'épais, on entendait partout de l'autre côté. Je disais, non, on va pas. Ils nous ont jamais remboursé, mais on n'a pas couché là. Avec 2 petits pits, on n'a pas couché là. Faudrait que je t'aide à choisir. On dirait que t'as pas le talent de deviner. Non, il y a des fois, on est tombé sur des places où c'était vraiment bien, mais c'est pas parfait. Bon. Qu'est-ce que t'as pensé des propos de Magali Picard qui dit que Pierre Poilievre est un bouffon, qu'elle est terrorisée à l'idée qu'il devienne premier ministre? Ouais. Écoute, on va pas roter du vieux sûr. On va pas. Tu sais, Michel Arsenault qui avait sorti ça. J'ai entendu ce matin. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est là Magali Picard est rendue. Tu sais, elle parle d'extrême droite, là. Elle est rendue à parler d'extrême droite. Extrême droite. Faudrait lui faire la leçon. Faudrait l'éduquer, Magali Picard, là. C'est quoi l'extrême droite? C'est la pureté de la race. C'est tuer son adversaire politique. C'est les nazis. C'est les fascistes, l'extrême droite. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. Parce que ça banalise c'est parce qu'il y a la droite, mais l'extrême droite, là, ma chérie, vas-y en Arabie Saoudite. Ça, c'est l'extrême droite. Va parler aux femmes, la liberté. Elle est allée pas loin, elle est allée à Dubaï. Là. Elle était aux portes de l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais vas-y, là, voir c'est quoi l'extrême droite. C'est ça, la nouvelle extrême droite. C'est l'extrême droite intégriste, islamiste. Ça, vas-y voir. Qu'elle dise « Jamais je ne m'abaisserai à être aussi effrontée ». Fait que là, elle la traite Poilievre de bouffon et de baveux. J'ai pas hâte de l'entendre quand elle va devenir effrontée. Écoute, c'est comme... Elle sort d'où, elle, mais Magali c'est l'histoire de Picard? la FTQ, là, en même temps. Puis, je comprends. Puis je pense qu'ils en veulent Harper quand même pour... Tu sais, le projet de loi sur la transparence des syndicats, là, qui les obligeait à dévoiler leurs dépenses pour au-dessus d'un certain montant, puis les salaires. J'ai 2 mots pour toi, Mario. Ouais. Ken Pereira. Ouais. FTQ Construction, Jocelyn Dupuis, qui passait ses bars, ses danseuses, puis sur tu comprends-tu que lui, il aimait pas la loi de Stephen Harper? Ben, c'est sûr. Fait que là, après, ils viennent nous faire la leçon. Mais faites le ménage chez vous.
Puis elle part, elle va à Dubaï, elle revient de Dubaï, elle dit, elle est en négociation, mais elle décide, je vais aller là où il fait chaud. Qui sont ces gens-là pour nous faire la leçon, pour dire à leurs membres, je vais te le dire, moi, pour qui voter, parce que toi, t'es un tata, puis moi, j'ai tout compris dans la vie. Vraiment, ça m'agace. Légèrement, tu sais, oui. Ça m'agace. Puis je te rappellerai l'histoire que je t'ai racontée de Mme Dutrisac qui enseignait à un moment donné. Elle avait un contrat de moins de 10 000 $. Elle a pris en charge une classe. Et là, à la fin de son contrat, elle reçoit une lettre comme quoi elle doit 1 000 $ en assurance qu'elle n'a jamais utilisée. Mais là, elle appelle le syndicat, puis le syndicat dit, ben non, c'est comme ça, faut que tu payes. Puis le syndicat ne la défend pas parce que de toute façon, elle n'est pas une temporaire. Non, mais il faut qu'elle paye, le syndicat. Oui. Elle paye ses contributions, mais quand vient le temps de dire, c'est parce que là, vous m'envoyez une facture, je viens de faire un petit contrat pour vous autres, je suis venu aider, puis je pense qu'elle a enseigné correctement aux enfants dans la classe, et à la fin du contrat, pas au début, elle savait même pas qu'il y avait les assurances, à la fin, elle reçoit une facture de 984 $. Fait, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, c'est assez. J'enseigne plus. Je prends plus de classe, je prends plus rien. Elle est retournée faire sa job, ce qu'elle faisait avant. Ça, c'est les syndicats aujourd'hui qui nous font la leçon. Je suis plus capable d'entendre ça. Je t'entendais parler de la FIC. Tu sais, la FIC, là, la mobilité, c'est comme arrêter de grimper d'un rideau. Ça, c'est la façon des années 70, là. On n'en veut plus de ça. On veut des solutions, puis on veut qu'on avance ensemble. Mais moi, ce qui me fait capoter de la FIC, c'est que ils se pognent avec le gouvernement pendant que le gouvernement règle des problèmes qu'ils ont réclamés. Donc, ils ont demandé qu'on règle le problème des agences, d'arrêter d'avoir recours aux agences privées. Ouais. Christian Dubé est en train de faire ça. Ils ont dit arrêtez le temps supplémentaire obligatoire. Là, le gouvernement leur dit mais pour éviter le temps supplémentaire obligatoire, il faudrait un peu de flexibilité, un peu de mobilité pour déplacer des fois une infirmière plutôt que du temps supplémentaire obligatoire. Mais donc, ils ne collaborent pas avec le gouvernement. Pas quand le gouvernement leur joue dans le dos, non. Quand le gouvernement est en train de faire exactement ce qu'ils ont demandé. Le gouvernement fait ce qu'ils ont demandé, mais il l'aide pas. Fait que là, tu te dis, écoute... L'enflure des syndicats, c'est toujours pareil. Tu sais, de présenter les choses pires. Tu sais, quand on parle d'un problème, puis on va à l'extrême pour démontrer que non, on a raison, puis nos revendications sont justes. Puis les gens qui n'ont pas le temps de s'attarder aux nouvelles, à l'évolution des nouvelles, ben t'entends ça, puis tu dis, mon Dieu, le gouvernement n'est pas fin avec les syndicats. Tu sais, il faut faire la part des choses, là. Puis l'enflure, autant de la FIC que de Magali Picard, ça sert pas notre cause. Benoît, bonne journée. Hey! On t'écoute Merci. à 11h.